Votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Madame, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous à cet autre programme qui est l'avant-dernière avant la prise en congé, en vacances de toute l'équipe de CNN. Pour l'instant, nous allons tout simplement vous dire merci d'être des nôtres et de respecter ce programme qui donne de l'information vraie et qui touche tous les pays africains. Restez des nôtres. Dans ce programme, nous allons parler du Congo, du Gabon, de la Côte d'Ivoire. Vous verrez comment le président Alassane Ouattara s'est félicité ses ministres, surtout quand ils posent des actes positifs. Vous verrez comment marche une république digne de ce nom, qui doit être à l'image de ce qui se fait de mieux en Afrique. Nous allons parler aussi du Bénin. Nous parlerons de cette Côte d'Ivoire version New York, avec un élément qui s'est passé à New York. Nous allons revenir au Tchad, au Togo, et aussi nous parlerons du Cameroun. Restez les nôtres sur votre petit écran. Je suis Constieka. En ouverture de ce programme, nous commençons par la République gabonaise, le pays du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Un pays qui a décidé de mettre le rouleau compresseur, c'est-à-dire aller très vite pour résoudre les problèmes attendus par leur peuple, à savoir ses compatriotes gabonais. Le président de la République gabonaise, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a accordé une audience au PCA d'Afreximbank. Nestor Ekoumie depuis Libreville pour CNN Libreville. Le président de la République du Gabon, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu le lundi 2 juin 2025 une délégation du groupe de la Banque africaine d'import-export, Afreximbank, conduite par le professeur Bénédicte Orama, président du conseil d'administration. Cette rencontre a permis d'échanger autour de l'appui Afreximbank au programme de développement porté par le chef de l'État gabonais, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, notamment à travers la réalisation de projets majeurs dans les secteurs de l'énergie, du transport ferroviaire et des infrastructures portuaires. Nous, la Banque africaine d'import-export, Afreximbank, sommes venus pour féliciter Monsieur le Président pour sa victoire bien méritée lors des élections qui viennent de s'achever. Nous avons également saisi cette occasion pour discuter de la manière dont nous pouvons soutenir son programme de développement, lequel il nous avait fait part avant les élections et dont il nous a dit à l'époque qu'il souhaitait mettre en œuvre rapidement s'il était élu. Aujourd'hui, nous avons donc convenu de soutenir des projets dans le domaine de l'électricité grâce à un mécanisme de financement de 2 millions d'euros que nous avons déjà finalisé. Nous avons également convenu de soutenir des projets ferroviaires et portuaires. Par ailleurs, nous avons décidé d'accélérer la mise en œuvre d'un mécanisme de financement de 1,2 milliard d'euros que nous avons déjà préparé au profit du Gabon. Le président est très reconnaissant et nous a dit l'urgence attachée à la réalisation des promesses faites au peuple gabonais. Parallèlement, un second dispositif actuellement en phase d'activation viendra renforcer cette coopération afin de répondre de manière efficiente aux priorités nationales en matière de développement. Le chef de l'État a salué l'engagement constant d'Afreximbank en faveur du développement du continent africain. Nous restons toujours au Gabon. Au Gabon, ce pays... D'ailleurs, Nestor, montre-nous un tout petit peu les belles plages du Gabon, ces plages gabonaises. Regardez, là, c'est la Pointe de Denis. Et d'autres beaux endroits, puisque c'est déjà l'été, au lieu de se rendre en Europe, venez découvrir l'Afrique. Nous restons toujours au Gabon. Et au Gabon, le chef de l'État gabonais, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a visité les chantiers de la ville côtière gabonaise dans le département de la Noya. Et toujours depuis Libreville, Nestor Ekoumie pour CNN Libreville.
Le président de la République du Gabon, chef du gouvernement, son excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, s'est rendu à Coco Beach, chef-lieu du département de la Noya, dans le cadre d'une visite de terrain consacrée au suivi de l'état d'avancement de plusieurs projets en cours de réalisation. Cette visite de terrain à laquelle on prépare plusieurs membres du gouvernement témoigne de la détermination du chef de l'État gabonais, son excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, à impulser un développement harmonieux et équitable sur l'ensemble du territoire national. Longtemps considérée comme une ville frontière marginalisée, Coco Beach connaît un tournant majeur dans sa marche vers le développement depuis le coup de la libération du 30 août 2023. La visite du président de la République gabonaise, chef du gouvernement, son excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a été marquée par l'inspection des principaux chantiers en cours, parmi lesquels les travaux de réhabilitation des voiries urbaines, la construction du futur état-major de la Marine nationale de Coco Beach, la mise en service récente de la station-service, ainsi que le centre d'appui à la pêche artisanale de Coco Beach, la CAPAC, infrastructure halieutique dont les travaux de réhabilitation sont achevés. La stratégie du projet, qui est en lien avec la position géographique de la ville, qui est orientée vers l'Atlantique et frontalière avec la Guinée équatoriale. L'action du gouvernement est collégiale et elle est holistique. Il y a rarement des frontières étanches entre les ministères et entre les activités. Les activités en mer, il y a la pêche, mais il y a aussi la surveillance de nos frontières. Donc, il est prévu des brigades communes entre le ministère de la mer et de la pêche, de l'économie bleue, les eaux et forêts, la gendarmerie nationale jusqu'à 12 000 nautiques et au-delà, la marine nationale, parce que chacun a un pan de la surveillance. Autant la mer et la pêche, nous surveillons les activités de pêche, nous surveillons les quantités pêchées, les espèces pêchées pour pouvoir gérer nos stocks, et nous voyons aussi pour les eaux et forêts qui veillent sur les aires protégées, et en même temps il y a la gendarmerie nationale et la marine qui sont là pour sécuriser les espaces. Donc ce sont des brigades communes qui vont être mises en place et qui d'ailleurs existent déjà, mais qui vont simplement être elles aussi optimisées pour un meilleur rendement. Il est à noter que les travaux de réhabilitation des voiries urbaines, qui contribuent au désenclavement de la ville et à l'amélioration des conditions de vie des populations, comprennent notamment la construction de 13 ponts, la pose de 3000 mètres de canalisation, ainsi que l'aménagement de plusieurs aires de stationnement. Au fur et à mesure que ces projets se matérialisent, Coco Beach accroît son attractivité et amorce sa mutation en une station balnéaire moderne. À l'unisson, les populations ont exprimé leur satisfaction quant au rythme soutenu de l'avancée des travaux, qu'elles perçoivent comme un véritable soulagement et une preuve tangible de la transformation de leur localité. Moi, en tant que jeune Gabonais, je remercie encore l'initiative du président de la République de faire de Coco Beach une des priorités de son projet pour notre pays. Merci encore, car c'est un bon point. À ma vue, c'est la première fois que j'arrive peut-être ici. Et je suis vraiment satisfait par l'avancement qu'on peut approcher la station, les travaux d'aménagement de la route. Nous allons quitter Libreville un tant soit peu pour le pays du président Denis Sassou Nguesso. Le président Denis Sassou Nguesso, qui a une obsession particulière, c'est apporter du bonheur aux Congolais. Et les Congolais en sont fiers. Et le président congolais Denis Sassou Nguesso, du côté du Congo, c'est-à-dire Brazzaville, suit de près les activités diplomatiques. Et c'est ainsi que le chef de la diplomatie congolaise a reçu les lettres de créance de 2 nouveaux ambassadeurs accrédités au Congo, dans le pays du président Denis Sassou Nguesso. Reportage Gérard Richard, assisté de Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé. Le ministre congolais des Affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l'étranger, M. Jean-Claude Gakoso, a reçu tour à tour le lundi 2 juin les copies figurées des lettres de créance de 2 nouveaux ambassadeurs accrédités en République du Congo. Il s'agit de M. Mesfin Gebre Mariam Chao, ambassadeur désigné de la République fédérale démocratique d'Éthiopie. Le diplomate éthiopien a évoqué avec le chef de la diplomatie congolaise, M. Jean-Claude Gakoso, les perspectives de coopération dans plusieurs domaines, notamment énergétique avec le développement du commerce entre le Congo et la République fédérale démocratique d'Éthiopie. La priorité sera renforcer la relation entre l'Éthiopie et la République du Congo dans plusieurs sens, qu'elle va réviser avec des autres ministères les accords qu'ils ont déjà mis en place et vraiment mettre en action tous ces accords. Sur le plan économique, il voulait augmenter la coopération entre les 2 pays. Pour des raisons similaires, le chef de la diplomatie congolaise, le ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l'étranger, M. Jean-Claude Gakoso, et l'ambassadeur désigné de la République du Sénégal, M. Ousmane Diop, ont réaffirmé leur volonté de consolider les liens historiques et fraternels qui existent entre les 2 nations après la remise officielle de ces lettres d'accréditation. La République du Congo, un pays qui entretient avec le Sénégal
d'excellentes relations d'amitié conviviale, de coopération fructueuse qui aujourd'hui porte dans beaucoup de domaines, l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur. On va également œuvrer à renforcer la coopération dans d'autres domaines, que ce soit l'énergie, que ce soit la santé et que ce soit la construction, mais également travailler à rapprocher les secteurs privés des deux pays, faire en sorte que les opportunités d'investissement qui sont au Congo puissent profiter au secteur privé sénégalais et vice-versa. Cette double réception illustre la volonté de la République du Congo de maintenir et renforcer ses relations diplomatiques avec ses partenaires africains avec lesquels il partage des valeurs communes pour un monde juste fondé sur la paix et la solidarité. Nous quittons le Congo pour la Côte d'Ivoire, le pays du président Alassane Ouattara. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara reconnu par tous pour faire des choses démocratiquement et comme elles se doivent pour le bonheur d'abord de ses compatriotes ivoiriens, ensuite dans l'admiration de toute l'Afrique. Et vous comprendrez pourquoi. D'ailleurs, avec beaucoup de familiarité, quand on abordera le Conseil des ministres, vous verrez comment est-ce que le président de la République, avec à l'africaine, je dirais même d'ailleurs à l'africaine, appelle et traite son ministre, celle-là même qui a ébloui la planète avec la bonne marche des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement qui sont tenues ici en Côte d'Ivoire. Mais on y reviendra. Mais pour l'instant, nous parlons de ce pays, la Côte d'Ivoire, et abordons surtout le volet de la justice. Et en Abidjan, en Côte d'Ivoire, la justice ivoirienne se rapproche des citoyens. Reportage Ousmane Koulibaly, Séverin Tchatchoua et Marcel Bassolé. Le Premier ministre ivoirien, M. Robert Begré-Mambé, a procédé le lundi 2 juin 2025 à l'inauguration du tribunal de première instance d'Abobo, une commune populaire située dans le nord d'Abidjan, symbole de la volonté du gouvernement de rapprocher la justice des citoyens. Le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Robert Begré-Mambé, avec à ses côtés plusieurs membres entre le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, M. Jean Sanson Kambilé, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé et le maire de la commune d'Abobo, Mme Kandia Camara, qui a souligné la gratitude du chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, envers la municipalité qu'elle administre. Notre commune Abobo est pleine de gratitude envers le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour les grands travaux structurants engagés à l'effet d'améliorer les conditions de vie de nos populations. L'ouverture du tribunal de première instance d'Abobo aura donc pour avantage de rapprocher l'appareil judiciaire des justiciables. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le garde des Sceaux, je ne saurais clore mon propos sans vous réitérer les remerciements des populations d'Abobo d'accepter de transmettre à Monsieur le Président de la République, son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, leur infinie gratitude pour ce tribunal qui est un joyau architectural. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, M. Jean Sanson Kambilé, a salué la qualité du travail accompli par les entreprises nationales engagées sur ce projet. Le nouveau tribunal couvre les communes d'Abobo, d'Anyama et d'Alépé. Il porte à 41 le nombre de tribunaux de première instance en activité sur l'ensemble du territoire national. Le ressort territorial du tribunal d'Abobo couvre les communes d'Abobo, d'Anyama et d'Alépé. Ce ressort densément peuplé et en forte croissance nécessitait depuis plusieurs années une juridiction autonome à même d'absorber les flux judiciaires croissants et d'offrir des services adaptés aux réalités locales. Il revient désormais aux magistrats, aux greffiers, aux auxiliaires de justice et au personnel administratif de faire fonctionner ce tribunal avec efficacité, par une justice rendue avec célérité, compétence, intégrité et surtout humanité. D'un coût total de 16 630 916 090 francs CFA, cette infrastructure judiciaire a vu ses travaux débuter le 15 août 2018 avec un délai contractuel initial de 12 mois. Pour le Premier ministre ivoirien, chef du gouvernement, M. Robert Begré-Mambé, cette cérémonie marque un jalon supplémentaire dans la réalisation de l'ambition du chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, de faire de la justice une réalité accessible à tous. Ce tribunal que vous avez si longtemps attendu
est aujourd'hui une réalité. Ce tribunal est devant vous grâce au président Alassane Ouattara. Désormais, il ne sera plus nécessaire de parcourir de longues distances jusqu'au plateau pour accomplir vos démarches judiciaires ou faire valoir vos droits. Ce tribunal vous rapproche de la justice et la rend plus accessible. Je vous prie donc, chers parents d'Abobo, de bien vouloir prendre soin de ce joyau que le président met à votre disposition. Je forme donc le vœu que cette juridiction devenue un modèle de fonctionnement exemplaire soit le lieu de promotion de la paix sociale, un levier de consolidation de l'état de droit. Grâce à cette nouvelle infrastructure, la justice s'installe au sein des communautés. Elle devient davantage accessible, plus proche des réalités quotidiennes et plus rapide. À Bobo BC, où nous résidons, ce tribunal est la bienvenue. Et à partir de ce moment, je pense que tous les habitants d'Abobo pourront simplement se déplacer et venir faire leurs documents administratifs. C'est des remerciements que je fais à l'endroit non seulement du président de la République, de son gouvernement et de Madame le maire aussi. De ma maison, j'ai marché pour arriver ici. Nous avons ce tribunal-là aujourd'hui. Vraiment, c'est une joie immense. Le tribunal de première instance d'Abobo comprend 167 bureaux, dont 114 sont affectés aux magistrats, 9 au service de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse, 36 au greffe, 5 aux avocats, 2 à la police et 1 au commissaire de justice. Il abrite également 6 salles d'audience, 3 salles d'archives, une salle d'informatique, 2 infirmeries, 2 restaurants, une médiathèque, une bibliothèque, ainsi que 8 violons destinés à la détention provisoire. Ce nouveau tribunal marque un tournant symbolique. Pour la première fois, 3 femmes occupent les postes clés dans un tribunal, entre autres présidente, procureur et greffier en chef, incarnant une justice à la fois rigoureuse et humaine. C'est un honneur pour moi de présider cette nouvelle juridiction. Le tribunal d'Abobo était un tribunal qui a été bâti de façon moderne. Il comporte toutes les commodités pour nous permettre à nous qui allons l'animer de rendre une justice de qualité. Nous nous engageons à ne pas décevoir les espoirs des populations, de voir exprimer dans ce beau tribunal la justice afin de maintenir constamment irradier l'image de Thémis et aussi de mériter la confiance qui a été placée en nous. Aux populations, nous leur disons que la porte du greffe est ouverte et que c'est pour eux que nous sommes là. Nous ferons l'effort de pouvoir les accueillir avec toutes les commodités et leur donner l'assurance que nous sommes prêts à tout faire pour qu'ils aient le document à temps. Une justice incarnée avec rigueur, humanité et la toute-puissance du leadership féminin. Le site dispose de 2 parkings en sous-sol, d'une capacité de 47 places chacun, d'un parking intérieur pouvant accueillir 93 véhicules, ainsi que d'un parking extérieur de 96 places. Nous restons toujours en Côte d'Ivoire. Est-il besoin de vous préciser que ce pays, et comme l'a dit d'ailleurs le président sortant de la Banque africaine de développement, la BAD, a dit simplement que les prouesses réalisées par le président Alassane Ouattara resteront dans l'histoire. De là où est-ce qu'il a trouvé la Côte d'Ivoire et là où il a mis aujourd'hui, on peut tout simplement dire chapeau, Monsieur le Président de la République. Nous restons toujours en Côte d'Ivoire où il y a des informations à vous donner. On parle enfin de la liste électorale qui est définitive et consultable depuis le mercredi 4 juin 2025. Cette liste électorale, qu'est-ce qu'elle n'a pas fait des bruits et des bruits? Et le président de la CEI, à savoir M. Koulibaly Kubier, il a été prêt ici à donner les informations à temps. Et vous verrez comment est-ce qu'il s'exprime avec toutes ces informations qui disent et qui prédisent simplement que les élections en Côte d'Ivoire se passeront comme elles doivent se passer, à savoir dans le respect des institutions en place. Reportage Ousmane Koulibaly, Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé.
Le président de la commission électorale indépendante de la Côte d'Ivoire, M. Ibrahim Coulibaly Cuibert, a annoncé lors d'une conférence de presse le lundi 2 juin 2025 à Abidjan-Cocody que la liste électorale définitive contient 8 727 431 électeurs et sera disponible à la consultation à partir du mercredi 4 juin 2025. Face aux médias, M. Ibrahim Coulibaly Cuibert, président de la commission électorale indépendante de la Côte d'Ivoire, a dressé un état des lieux du processus. Nombre d'électeurs, 8 727 431, soit une hausse de 715 006 nouveaux électeurs, c'est-à-dire 8,92%. Nombre d'électeurs hommes, 4 508 948, soit 51,66%. Nombre d'électeurs femmes, 4 218 483, soit 48,34%. Nombre de lieux de vote, 11 906, soit 989 nouveaux lieux de vote créés. Nombre de bureaux de vote, 25 678, soit 2154 nouveaux bureaux de vote créés. Et je voudrais que chaque parti politique, tout candidat désireux bien entendu de se présenter à l'élection, puisse consulter cette liste à partir de mercredi sur notre site. La liste électorale définitive ouvre donc le chemin vers une autre phase, à savoir la collecte des données pour le parrainage. Conformément aux dispositions du Code électoral, en ce qui concerne le parrainage, il est fait obligation aux candidats de collecter 1% de l'électorat local dans 50% des régions et districts de Côte d'Ivoire. Voilà ce qui était précisé dans le Code. Et il se trouve que par la suite, le gouvernement a érigé bon nombre de régions à districts autonomes. Bon, est-ce qu'on devrait considérer que ces nouveaux districts avaient les mêmes valeurs que le district autonome d'Abidjan et celui de Yamoussoukro qui n'étaient pas constitués des régions? Parce que les nouveaux districts étaient composés des différentes régions. Alors, est-ce qu'on partait sur la base des régions ou on partait sur la base des districts? C'était pour clarifier cela que cette ordonnance a été prise. Pour savoir le nombre de régions dans lesquelles il faut aller collecter les différents parrainages, il faut faire 33 divisé par 2, ça vous fait 16 et quelques, donc on a arrondi à 17. Donc c'est dans 17 régions que vous devez avoir 1% de l'électorat local, dans chacune des régions. C'est tout ce qu'on vous demande, régions et districts. Le processus de collecte des parrainages de candidatures pour l'élection présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire s'ouvrira le 26 juin 2025 et s'étendra sur 3 mois. L'ouverture des candidatures est prévue à partir du 26 juillet 2025. M. Coulibaly Cuibert a eu raison de respecter comme ça ses compatriotes en leur disant simplement que depuis le 4 juin, la liste électorale, tout est disponible. À chacun de se dire simplement qu'il doit s'apprêter pour le vote. Et quand on parle des présidentielles du 25 en Côte d'Ivoire, il faudrait noter que le tout premier à se prononcer candidat à l'élection présidentielle n'est autre que le jeune brillant, considéré même d'ailleurs pour certains comme l'homme d'affaires le plus riche de Côte d'Ivoire, parce qu'il est pratiquement le deuxième employeur après l'État en Côte d'Ivoire. Lui, c'est Jean-Louis Billon, le tout premier à se prononcer candidat à l'élection présidentielle de 2025 dans son pays, la Côte d'Ivoire. S'en est suivi après Toby Irié, qui a été préfet en Côte d'Ivoire. Tout cela pour dire simplement que des annonces se feront. On reste tous attentifs pour ces élections. Je vous retrouve juste après la réclame. CNN est disponible sur les bouquets Créolink au 12, numéricable au 12, sur l'application cnntv.ci et sur tous vos supports numériques. Eh oui, quand on parle des élections, c'est vrai que ça mène toujours des remous et des remous, mais tout se passera bien. Les élections au Cameroun, c'est pour octobre, et en Côte d'Ivoire, c'est aussi pour le mois d'octobre. Et restons-en en Côte d'Ivoire pour parler simplement des parrainages qui seront lancés effectivement pour la présidentielle 2025. Cette liste des candidats continue de s'allonger.
Reportage Ousmane Koulibaly, Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé. Le mercredi 7 mai 2025, le gouvernement ivoirien a adopté en Conseil des ministres une ordonnance modifiant l'article 51 du Code électoral relatif au parrainage des candidats à l'élection présidentielle sur une proposition de la Commission électorale indépendante de la Côte d'Ivoire. L'article 51 ancien également exigeait que chaque candidat à l'élection du président de la République soit parrainé par une liste d'électeurs représentant 1% de l'électorat local dans au moins 50% des districts autonomes et régions. L'article 51 nouveau ne dit pas autre chose, mais pour éviter toute confusion, parce que entre-temps, depuis le 9 juin 2021, il y a eu des nouveaux districts qui ont été créés. Mais ces nouveaux districts ne sont que la somme des régions. Sur les 14, il y a 12 qui ont des régions et il y a 2 qui n'ont pas de région. Effectivement, pour faciliter les choses, il va sans dire que ce qui va être retenu, c'est que les 31 régions et les 2 districts seront les circonscriptions administratives dans lesquelles les candidats à l'élection présidentielle pourraient recueillir des parrains. L'adoption de la réforme, moins de 6 mois avant l'élection présidentielle, suscite une vive inquiétude dans l'opposition ivoirienne. Le Parti du peuple africain de Côte d'Ivoire, le PPACI, critique vivement cette mesure. Nous, au début, lors du dialogue politique, qui a été interrompu, je le rappelle, en 2020, on avait émis des réserves sur la pertinence du parrainage. Parce que le parrainage, c'est quoi? On dit à un citoyen de dire pour qui il va voter. Or, le vote est confidentiel. Le scrutin est secret. Dans les 33 régions et districts de Côte d'Ivoire, nous pouvons avoir des parrains pour le président Laurent Gbagbo. La question ne se pose pas pour nous. Mais encore une fois, sur la question de la démocratie en Côte d'Ivoire, il y a de bonnes réflexions à mener, mais il faut que l'atmosphère soit calme, sereine et qu'elle permette des échanges fructueux et fraternels. Parmi les voix qui s'élèvent sur la question du parrainage, il y a celle de M. Vincent Toby, ancien préfet d'Abidjan et désormais candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2025. Il y a 4 éléments d'inquiétude dans la question du parrainage. Parce que non seulement vous avez le parrainage, mais vous avez les 50 millions et autres dispositions pour la candidature à la présidence de la République. Donc c'est des niveaux restrictifs qui peuvent gêner une participation populaire. Premièrement, c'est l'aspect technique. Il est demandé aujourd'hui, avec la nouvelle disposition, un parrainage dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, y compris les 2 districts. Et la formulation du communiqué peut amener quand même à confusion. Mais ces 1% suppose une logistique assez compliquée. Jusqu'à ce jour, ce sont des documents manuels physiques qui demandent une mise en place des éléments physiques, du papier qui est archivé pour arriver au niveau de la commission électorale. Autre élément technique, le Conseil constitutionnel dispose-t-il de l'ingénierie électorale nécessaire pour contredire la CEI? Jamais il y avait problème sur un parrainage. Deuxième élément, sur le plan sociologique, il se peut qu'il y ait des bons d'ordre sociologiques, que des candidats soient empêchés de rentrer dans certaines régions, c'est déjà arrivé. Au contraire, le RHDP applaudit une initiative qu'il estime renforcer la légitimité populaire des candidats. Cette clarification au niveau donc, du code électoral est la bienvenue parce qu'elle vient faciliter la tâche à tous ceux qui vont postuler pour être candidats à l'élection présidentielle. Le RHDP prépare toutes les phases du processus électoral, y compris la phase donc, de parrainage, je dirais de récolte des parrains. Le RHDP est bien structuré, le RHDP est bien implanté et le RHDP a les moyens humains structurels de procéder à la recherche de ses parrains le moment venu. L'affaire du parrainage électoral pour la présidentielle 2025 a pris une autre tournure juridique avec le recours du président du parti pour l'intégration africaine, M. Jacob Mambou Koulibaly, auprès de la Cour de justice de la CEDEAO. Le parrainage n'est pas pour exclure seulement que les candidats fantaisistes, mais ça exclut les candidats capables d'influencer l'issue des élections présidentielles. Et
ce parrainage encore viole le secret du vote du citoyen, dans la mesure où le citoyen est obligé de donner toute son identité, donner toutes ses références pour parrainer un candidat. Alors que la loi dit dans le code électoral et dans la Constitution que le vote est universel, libre, égal et surtout secret. C'est tout cela qui nous a amené à saisir la Cour d'assises d'Yao à l'effet de se prononcer sur la pertinence de cette condition-là et de prononcer son annulation du code électoral afin de permettre aux partis politiques de participer librement aux élections et aux Ivoiriens de pouvoir s'exprimer dans le secret comme exprimé dans la Constitution et dans le code électoral. La commission électorale indépendante de la Côte d'Ivoire a annoncé que la collecte des parrainages pour l'élection présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire débutera le 26 juin 2025 et s'étendra sur 3 mois. Ah, je me souviens de cet aîné qui me disait gentiment « Laisse tes actes parler pour toi ». Et ça me rappelle et ça me fait comprendre qu'il y a un homme en Côte d'Ivoire qui ne parle presque jamais, qui d'ailleurs même fuit souvent les caméras, parce qu'il préfère donner à ses compatriotes ivoiriens le bonheur dont ils attendent dans la sécurité et le maintien de la paix que prône son Excellence le président Alassane Ouattara. Cet homme n'est autre que le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Téné Birahima Ouattara. Un homme de très grande valeur et pour qui aujourd'hui tous les compatriotes ivoiriens reconnaissent ses compétences, son efficacité à tenir bon et à mener de main de maître le ministère de la Défense dont il est en charge. Monsieur Téné Birahima Ouattara, puisque c'est de lui qu'il s'agit, ministre d'État et ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, toujours auprès des populations en toutes circonstances. Pour le cas d'espèce, ce fut pour la Tabaski. Après la semaine dernière avoir offert des ambulances dans des villes de la Côte d'Ivoire, là, il vient en aide aux uns et aux autres et apporte aussi son soutien pour la Tabaski en Côte d'Ivoire. Et vous verrez comment le ministre d'État s'est fait encore représenter pour cet autre acte. À dire, comme je disais tantôt, que le silence et les actes qu'il pose sont une référence des valeurs du ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, son Excellence Téné Birahima Ouattara, qui a décidé, mais n'y étant pas et en envoyant bien sûr son représentant, faire acte d'humanisme pour la Tabaski auprès des populations en Côte d'Ivoire. Reportage, Ousmane Koulibaly, Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé. À l'approche de la célébration de la Tabaski, la plus importante fête musulmane, les chefs traditionnels, les chefs de communauté, ainsi que le fidèle musulman de Ouangolo-Dougou, dans la région du Tchologo, reçoivent des tissus de basin et des espèces sonnantes et trébuchantes pour la confection de leur boubou. Ce don provient de M. Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense et président du conseil régional du Tchologo, en signe de son soutien à la communauté musulmane. Recevant leur cadeau des mains de l'honorable Drissa Traoré, représentant du donateur et parlementaire du Ouangolo-Dougou, les bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance pour cette action de soutien. Ils ont également réitéré leur détermination à prier pour la paix, l'harmonie et la stabilité en Côte d'Ivoire. J'ai eu la chance d'avoir un basé pour la fête des Tabaski. Je suis très heureuse. Nous leur disons merci. On dit merci aussi au président de la République. Grâce à lui, on est dans la paix aujourd'hui en Côte d'Ivoire et que les élections qui arrivent, ça se passe dans la paix. Au nom du ministre d'État, ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara, l'honorable Drissa Traoré souligne l'importance de la solidarité et appelle à renforcer les liens de la cohésion sociale. Le ministre d'État, Téné Birahima Ouattara, me charge donc de vous traduire sa fierté et vous assurer de son attachement aux valeurs que vous, ses parents, lui avez inculquées, à savoir la paix, l'amour, la tolérance et la solidarité. Pour cela, il vous demande de prier pour la Côte d'Ivoire, pour le chef de l'État et pour notre région. La distribution du tissu basin à Ouangolo-Dougou, dans la région du Tchologo, est une tradition avant la Tabaski. La cérémonie s'est terminée par une prière pour le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, et pour des élections apaisées en octobre 2025 en Côte d'Ivoire.
Bravo et merci comme ça au ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire. Nous quittons la Côte d'Ivoire un temps soit peu pour le Bénin. Non sans vous rappeler que nous parlerons de ce Conseil de ministres en Côte d'Ivoire qui atteste encore une fois le travail accéléré, le travail respecté par le gouvernement de Côte d'Ivoire, un travail imposé par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Direction le Bénin, en République béninoise, ce pays présidé par son Excellence Patrice Talon, est un pays d'Afrique de l'Ouest. Nous parlons du Bénin et surtout évoquons l'ouverture de la 31e Assemblée nationale Afrique de l'APF à Cotonou, capitale du Bénin. Reportage Gozo Richard, Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé. Cotonou, carrefour de 3 jours d'échange et de réflexion de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, la capitale béninoise accueille la 31e Assemblée régionale Afrique de l'APF. Les travaux de la 31e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie ont démarré le lundi 2 juin 2025 à Cotonou par une cérémonie présidée par l'honorable Louis Bouéhounou Vlavonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin. Pour les participants à cette rencontre, il s'agira de porter le dialogue politique et la coopération interparlementaire vers de nouveaux sommets et franchir les étapes supplémentaires dans la construction de la communauté de destin que constitue l'APF. Nous voici aujourd'hui à Cotonou pour porter le dialogue politique et la coopération interparlementaire vers de nouveaux sommets et franchir des étapes supplémentaires dans la construction de notre communauté de destin. 3 thèmes majeurs ont été retenus pour servir de base aux réflexions collectives de ce rendez-vous de Cotonou. Ils portent sur le dividende démographique en Afrique francophone, impact sur le développement socio-économique, l'accès à l'énergie en Afrique, quelle stratégie pour une accélération de la couverture des territoires et la francophonie africaine face au bouleversement géopolitique. À la tête de la délégation ivoirienne, l'honorable Adama Bitogo, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, prend une part active à ces assises. Pour sa part, le président de la région Afrique de l'APF, l'honorable Hilarion Eton, par ailleurs vice-président de l'Assemblée nationale du Cameroun, le rôle de l'APF dans le monde multipolaire et la souveraineté des nations africaines et leur capacité collective à porter une voix francophone africaine équilibrée et responsable au niveau international. À l'heure où les équilibres régionaux sont en constante mutation, il s'agira de réfléchir à notre rôle dans un monde multipolaire, à la souveraineté de nos États et à notre capacité collective à faire entendre une voix francophone, africaine, équilibrée et responsable sur la scène internationale. Comment transformer le dynamisme de notre jeunesse en moteur de croissance, d'innovation et de stabilité? Ce sera l'un des axes majeurs de nos échanges. La 31e Assemblée régionale Afrique de l'APF aspire à être un laboratoire d'idées pour les parlementaires francophones de l'Afrique, un espace d'échange pour renforcer les liens, apporter des propositions concrètes et construire collectivement une francophonie d'action. Nous quittons Cotonou et on s'envole tout de suite direction les États-Unis et à New York. À New York, nous parlons de la réélection de Dr Bakary Sidi Diaby au CERD de l'ONU. Gérard Richard, Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé. La Côte d'Ivoire continue de rayonner sur la scène internationale des droits de l'homme. L'expert ivoirien, le docteur Bakary Sidiki Diaby, a été brillamment réélu pour un 3e mandat consécutif le lundi 2 juin 2025 au sein du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, CERD des Nations Unies, pour un nouveau mandat de 4 ans. Cela a permis à la Côte d'Ivoire de voir la confiance dont elle bénéficie dans le concert des nations parce que nous sommes venus pratiquement à la tête de tous les experts. Et je pense que cela doit nous encourager à davantage promouvoir les compétences ivoiriennes dans le système des Nations Unies. Mais aussi, il faut que ces experts-là aident, n'est-ce pas, au renforcement des mécanismes nationaux en Côte d'Ivoire
et aussi à la promotion des droits au plan universel. Cette victoire est le résultat d'une campagne intense auprès des États menée avec l'appui de l'ambassadeur Tiamoko Moriko, représentant permanent de la République de Côte d'Ivoire aux Nations Unies. Le CERD est l'un des organes conventionnels les plus anciens et les plus influents des Nations Unies. Il veille à l'application de la Convention contre le racisme par les États parties en examinant leurs rapports périodiques et en alertant sur les situations préoccupantes dans le monde. Face aux multiples formes de discrimination encore persistantes, ce comité joue un rôle de vigile mondial pour garantir le respect des droits fondamentaux, indépendamment de l'origine, de la couleur ou de l'appartenance ethnique. Le docteur Bakary Sidiki Diaby n'est pas un inconnu dans les arènes internationales des droits de l'homme. Élu une première fois en 2017, puis réélu en 2021, il entame désormais un troisième mandat, symbole de la reconnaissance de son engagement constant et de son expertise. Retour au Congo-Brazzaville, ce pays dirigé par son Excellence Denis Sassou Nguesso. Et dans ce pays, comme je disais, il y a toujours des informations positives qui font plaisir d'abord aux Congolais, ensuite à l'Afrique entière. Cette Afrique que nous devons tous soutenir. Tous soutenir de fond en comble. Ce n'est pas les autres qui viendront nous aider à construire nos pays. Ce sera fait par nous-mêmes. Alors, soutenons nos leaders, soutenons nos dirigeants, ceux qui posent des actes. Accompagnons-les. Et au Congo, M. Anatole Koliné-Makosso, Premier ministre, a accordé une audience à une délégation d'investisseurs italiens à Brazzaville. Reportage d'Esta Bayaka, Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé. Dans le cadre du forum Italie-Congo 2025, qui a débuté le lundi 2 juin 2025, près de 60 chefs d'entreprise et investisseurs italiens se trouvent à Brazzaville. Ils ont été reçus en audience par le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Anatole Koliné-Makosso. Ils rencontrent dont l'objectif est de renforcer les synergies entre les acteurs économiques italiens et congolais, de solidifier les liens économiques et d'établir le Congo comme une plateforme de coopération nord-sud dans divers domaines. Le chef de la délégation italienne, M. Fabrizio Lobasso, ministre plénipotentiaire et directeur principal de la promotion du commerce et des investissements de la République italienne, a affirmé que les entreprises italiennes sont disposées à transmettre leur expertise et leurs capacités technologiques. 600 entreprises congolaises, 50 de la délégation italienne, plus que 100 de B2B de rencontres entre hier et aujourd'hui. Ce sont des nombres très importants. Les business forums, c'est pas seulement une rencontre de type institutionnel, c'est pas seulement de se dire des choses ou de faire des choses ensemble oralement ou théoriquement. Nous voulons faire des choses pratiques, nous voulons être pratiques. Donc, le premier pas que nous faisons quand nous rentrons en Italie, c'est de nous rencontrer de nouveau comme système Italie, la partie publique, la partie privée, les associations de catégories, la partie de la finance, les entreprises, pour comprendre quels sont les projets les plus immédiats et les projets qui peuvent amener immédiatement des résultats concrets pour les petites et moyennes entreprises. Parce que nous voulons des partenaires égalitaires entre Italie et Congo. Des discussions sur les opportunités commerciales sont en cours entre des investisseurs italiens et un entrepreneur congolais. Cela offre une occasion au Premier ministre et chef du gouvernement congolais, M. Anatole Koliné-Makosso, de souhaiter que les conclusions de ce forum ouvrent la voie à une nouvelle phase de renforcement du partenariat bilatéral Congo-Italie. Je suis tout à fait d'accord. Je dois dire que il y a une nouvelle sensation que nous avons. Vous savez, il y a le domaine de la coopération au développement et le domaine des entreprises. Maintenant, c'est le moment de faire synthèse. Et donc, de prendre tous les avantages de la coopération au développement entre Italie et Congo, et aussi d'avoir des avantages pour les entreprises qui peuvent amener à leur fois avantage à la coopération au développement. Le Premier ministre, son Excellence, a raison. Disons, ça, c'est une nouvelle pas que nous donnons à notre relation. Il convient de souligner que le Forum Business Italie-Congo 2025 fait suite au premier forum organisé à Rome en janvier 2025 qui s'était déroulé en marge du sommet Italie-Afrique. Et toujours au Congo, grâce au reporter de CNN là-bas à Brazzaville, M. Desta Bayaka, nous allons parler des 20 jeunes filles formées pour devenir ambassadrices des sciences grâce à Union Lab.
Reportage d'Estabayaka, Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé. Elles sont désormais porteuses de messages en faveur de la promotion des sciences. 20 jeunes filles étudiantes ont récemment bénéficié d'une initiation aux fondamentaux des sciences, technologies, arts et mathématiques, programme STAM, dispensé par le centre de formation Union Lab. C'est un fait mondial aujourd'hui. Il y a moins de 30% des femmes dans les métiers des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques. Et donc nous avons mis en place un programme spécifiquement pour les femmes. Pour la première fois, nous l'avons organisé. Et nous avons formé 20 jeunes filles au métier des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques. Donc la robotique, la programmation électronique, l'impression 3D. Et ces filles, aujourd'hui, sont constituées en communauté. Dans la communauté des filles dans les sciences, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques. Cette initiative vise à renforcer la place des filles dans les filières scientifiques, encore trop souvent perçues comme masculines. Grâce à ces programmes, les participantes acquièrent les compétences de base pour s'impliquer activement dans la vulgarisation scientifique au sein de leur communauté. Il s'agissait pour moi, en tant que marraine de cette séance, de les encourager à travers déjà mon témoignage personnel et montrer l'intérêt pour elles de vraiment amplifier leurs actions dans ce qu'elles font, et parce que la société a besoin de ce genre de profil. On a parlé hier de Mbongi des jeunes qui s'est étendu, qui s'appelle aujourd'hui Horizon Initiative et Créativité. Vous voyez déjà qu'à travers ces mots, ça embrasse bien ce que nous venons de suivre avec ces filles. Pour accompagner cette nouvelle promotion, l'équipe d'Union Lab a désigné une marraine de choix, Ali France, promotrice du Forum des jeunes. Présente sur place, elle a partagé son riche parcours, de ses études à ses expériences professionnelles, avec une grande générosité, motivant cette jeune génération à croire en ses rêves et à persévérer malgré les obstacles. Nous avons mis en place des projets que nous allons travailler ensemble avec ces filles pour que ces filles soient déjà formées dans certains domaines. Elles ont une connaissance assez éparse dans certains domaines, mais nous serons là pour essayer d'amplifier les actions dans les aspects où nous trouverons que vraiment ça nécessite d'être un peu plus amplifié pour les emmener à s'outiller davantage. Par exemple, on a parlé de la formation sur la création de contenu, la formation sur l'utilisation des réseaux sociaux, la formation dans l'intelligence artificielle, mais on va les emmener au-delà de la limite des connaissances qu'elles ont aujourd'hui. Enfin, la venue prochaine de STAM, ambassadeur Congo, est attendue sur le terrain. Une occasion de joindre l'utile à l'agréable, tout en continuant à encourager l'engagement des jeunes filles dans les domaines scientifiques. Nous quittons le Congo pour le Tchad. Toujours en Afrique centrale, la République du Tchad, qui est cette république dirigée par son Excellence le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, qui veille au bonheur de ses concitoyens lui aussi. Il a pris le cours d'ailleurs, le protocole présidentiel, et vous comprendrez pourquoi. Il s'est rendu lui-même faire un constat dans la capitale tchadienne, à savoir N'Djamena. Le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno a constaté de visu l'ampleur des dégâts des orages tropicaux qui se sont abattus à N'Djamena, la capitale de son pays, le Tchad. Reportage Gérard Richard, Séverin Tchatchoua et Marcel Bassolé. N'Djamena, le 3 juin 2025, il est à peine 11h30 quand le président de la République du Tchad, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, suspend son programme de jour et décide d'effectuer une sortie inopinée. Au volant de sa voiture, sans prévenir et sans cortège habituel, le chef de l'État tchadien, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, prend la direction de la ville. Premier arrêt, le quartier Clémat dans la commune du 2e arrondissement. Au lendemain des premières fortes pluies enregistrées à N'Djamena, une partie de la cité capitale est devenue impraticable. Pour se rendre à l'évidence, le chef de l'État tchadien descend de son véhicule et constate de lui-même l'ampleur à seulement quelques encablures du palais Toumaï. Première malfaçon constatée par le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, le non-respect de la profondeur des caniveaux. Au lieu d'1 mètre, les préfabriqués sont conçus à 50 cm. Le président de la République, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a instruit la reprise pure et simple de la construction de ces caniveaux tout en respectant la profondeur requise. J'ai tenu à mesurer pour voir si les caniveaux ont respecté les normes internationales. Mais j'ai vu que les caniveaux n'ont pas respecté les normes internationales. Il y a des caniveaux qui ne font même pas 50 cm, alors qu'un caniveau doit faire au moins 1 mètre, 1,5 mètre. J'espère que l'entreprise et le maître d'ouvrage, le département concerné, vont les reprendre en respectant les normes internationales, en respectant le cahier de charges
qui a été signé entre le gouvernement de la République du Tchad et l'entreprise contractante. Du quartier Clémat à la rue de 50 mètres, c'est juste une enjambée. Là, un bois millimètre en main, le président de la République du Tchad constate les niveaux à la fois des eaux pluviales et de curage des ouvrages de drainage d'eau. De la rue de 50 mètres direction Charimongo, dans la commune du 7e arrondissement. Sur la voie publique, le président de la République du Tchad, chef de l'État, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, est devenu un simple citoyen. Il respecte le feu tricolore et montre également l'exemple dans les embouteillages. Pas de sirène, moins encore des policiers du groupement de circulation routière, GCR, pour dévier la circulation. Même les patients ne savent pas que le chef de l'État est dans le bouchon. Arrivé au canal de Charimongo, le chef de l'État s'est arrêté 3 fois pour constater l'ampleur des dégâts causés par les eaux pluviales. Sur ce canal, les agents de la municipalité sont à pied d'œuvre pour dégager les ordures enlevées des caniveaux. Le président de la République du Tchad les a exhortés à accélérer la cadence des travaux. L'avenue du 10 octobre a constitué le 4e et le dernier arrêt du président de la République du Tchad. Sur place, il constate la capacité des 2 bassins de rétention d'eau pluviale. Si les choses commencent comme ça, je crois qu'on a encore beaucoup à faire. Donc, j'ai vu que dans des endroits, il y a des gens qui travaillent, et je les félicite, mais il y a des quartiers quand même qui sont abandonnés et ce n'est pas bon. On a encore le temps, on peut rattraper. J'en appelle aussi au sens de citoyenneté en ce qui concerne la propriété de notre capitale. C'est tout le monde qui doit contribuer, que ce soit les citoyens. Quand je vois des gens qui jettent des déchets dans nos canaux, bien dans les bassins de rétention qu'on fait, ça en fait, ça n'aide pas le gouvernement. Le président de la République du Tchad, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, invite le président du Comité national de prévention et de gestion des inondations, présidé par le chef du gouvernement, à se mettre résolument au travail. L'année dernière, nous avons mis en place un comité de la lutte contre l'inondation, en même temps de la prévention aussi. Donc ce qui veut dire qu'ils avaient 1 an pour prendre les dispositions nécessaires pour éviter justement ces désagréments. Je vais instruire le gouvernement pour non seulement lutter contre l'inondation, mais aussi que la prévention soit vraiment mise en œuvre. Chaque maire doit prendre ses responsabilités parce qu'ils ont été élus sur la base des promesses qu'ils ont faites à la population. Donc je les appelle à respecter la promesse qu'ils ont faite à la population parce qu'ils n'ont que 6 ans. Après 6 ans, ils ne vont pas venir dire à la population la même chose. Donc ils doivent travailler eux aussi pour que notre capitale soit propre. Et cela valable aussi sur l'ensemble du territoire national. L'autre pan de cette descente inopinée est un échange sans filtre entre le chef de l'État tchadien, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, et des gamins qui harponnent des silures au marigot, situé juste derrière le village SOS Enfants. En descendant personnellement sur le terrain pour constater de visu l'ampleur des dégâts et les actions entreprises pour prévenir les inondations à N'Djamena, le chef de l'État tchadien envoie un message clair et fort aux autorités municipales. Cette proximité assumée du maréchal Mahamat Idriss Déby Itno place la barre haute. Et oui, l'Afrique bouge. Pour certains, on a l'impression qu'en Afrique, rien ne se passe de bien. C'est faux. C'est très très faux. Et nous sommes respectueux des téléspectateurs de ce programme constitué Kaol Week News qui vous est proposé toutes les semaines sur votre petit écran. Nous allons quitter le Tchad, non sans remercier notre partenaire officiel, l'UIL. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée, et de l'École de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat.
Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Voilà un établissement universitaire de choix. Un établissement universitaire de premier choix pour nos enfants, nos petits frères et tous ceux qui feront le fer de lance des nations africaines pour demain et même déjà pour là, à l'instant, savoir à l'Université internationale de Libreville. Nous quittons le Gabon avec cet extrait de l'Université internationale de Libreville pour le Togo. Le Togo, dirigé par son Excellence Faure Issou-Singbe, est un pays d'Afrique de l'Ouest réputé pour poser des actes positifs. Et encore un acte parmi tant d'autres, c'est la clôture de la 3e conférence ministérielle de l'Alliance politique africaine qui s'est déroulée en plein cœur de la capitale togolaise Lomé. Et cela nous a valu le reportage de Gérard Guichard, Séverin Tiachoua et Marcel Bassolé. Les participants de la 3e conférence ministérielle de l'Alliance politique africaine quittent Lomé avec sérénité et assurance. En une seule journée, ils ont réussi à aborder toutes les problématiques liées à un repositionnement stratégique et diplomatique de l'Afrique en réponse aux changements géopolitiques mondiaux, notamment en termes de défense et sécurité pour préserver la paix et la stabilité sur le continent africain. Avoir une politique africaine ou une stratégie autonome de l'Afrique pour sa défense et sa sécurité est une nécessité existentielle pour le continent. Est-ce que l'Afrique a les moyens d'assurer sa sécurité? La réponse c'est oui. Est-ce que l'Afrique a les moyens financiers d'assurer sa sécurité? Oui. Est-ce que les politiques pour le faire existent également? C'est oui. Ce qui nous manque, c'est peut-être d'avoir une approche coordonnée pour avoir une sécurité collective sur le continent. Parce que jusqu'à ce jour, c'est vrai que chaque pays assure sa propre sécurité, mais il n'y a pas de mutualisation. La 3e conférence ministérielle de l'Alliance politique africaine se termine sur une note optimiste grâce à une déclaration finale. Nous, participants à la 3e conférence ministérielle de l'Alliance politique africaine, réunie ce 2 juin 2025 à Lomé, sous le haut patronage de son Excellence M. Faure Issou-Singbe, président du Conseil, profondément préoccupé par l'intensification des conflits et la complexification des menaces à la sécurité humaine accentuées par les ingérences extérieures, déterminé à assurer à l'Afrique la prospérité, la paix, la sécurité et la stabilité, conformément à l'agenda 2063 de l'Union africaine, déclarons ce qui suit. Sur l'autonomie stratégique en matière de défense et de sécurité, affirmons que la stabilité et la prospérité de l'Afrique passent par une maîtrise souveraine des domaines de défense et de sécurité. Appelons à revoir l'architecture de paix et de sécurité en Afrique en l'adaptant à l'évolution des menaces en vue de parvenir à la mise en place d'un mécanisme de défense collective. Encourageons vivement le développement d'une industrie africaine de l'armement soutenue par des technologies endogènes pour réduire les dépendances extérieures et accroître la résilience stratégique. Invitons l'Union africaine à renforcer son rôle de coordination stratégique et à réviser sa doctrine en matière de défense et de sécurité. Les pays africains présents à la 3e conférence ministérielle de l'Alliance politique africaine à Lomé, au Togo, réaffirment leur volonté à parler d'une seule voix. Voilà, nous quittons le Togo, le pays du président Faure Issou-Singbe, ce chef d'État qui a été en Côte d'Ivoire, encore une fois, qui est venu lui aussi apporter son soutien, mais aussi à toute invitation faite par son aîné, le président de la République de Côte d'Ivoire, un homme, on se demande s'il dort vraiment, attentif à tout. Et aussi nous parlerons du Cameroun. Premier. Commune d'arrondissement de Konsamba, premier, dans le Mungo. Le nombre de points est de 85,57 sur 90.
pour une moyenne de 19,40 sur 20. La commune d'arrondissement de Konsamba 1er représentera la région du littoral au concours national Ville propre organisé par le ministère de l'Habitat et du Développement urbain et dont les résultats seront connus à Bafoussam le 7 juillet prochain, jour de la célébration de la Journée mondiale de l'habitat. Ce concours s'inscrit dans le cadre de l'implémentation de la campagne d'hygiène et de salubrité lancée par le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Joseph Dione Ngouté, en 2020 et dont l'objectif est de contribuer à l'amélioration de l'hygiène et de la salubrité dans les villes camerounaises et de récompenser ces communes. Au cours de cette cérémonie présidée ce 3 juin 2025 par le numéro 1 de la région du littoral, M. Samuel Dieudonné Vahadiboua, une projection des actions menées par ces communes durant cette campagne dans la région du littoral ont été présentées, ceci dans le respect d'un certain nombre de critères. Comme on l'a précisé, lors de la cérémonie, on vérifiait la propriété dans les écoles, les hôpitaux, les marchés, les gares routières, l'implication citoyenne à la chose, et puis le budget alloué pour l'hygiène et la salubrité. Et il y avait aussi ceux qui ont déjà fixé une journée pour la propriété dans les différentes communes. Et quand il faut parler de la propriété, on parle de l'élagage des arbres, on parle de la signalisation verticale et horizontale, et le curage des caniveaux, le curage des grains, etc. En grosso modo, c'est les critères qui étaient pris en compte. La commune de Konsamba 1er a ainsi respecté les recommandations données par le ministère de l'Habitat, raison pour laquelle la dite mairie occupe la première place du classement avec 19,50 sur 20, suivi de la commune de la 3e et la 3e place au classement général a été occupée par la commune de Konjok. Le maire Oumarou et sa population comptent cette fois-ci remporter ce trophée puisque ceci est la deuxième fois que cette commune d'arrondissement de Konjok 1er participe à ce niveau de la compétition. Une cérémonie qui clôture les travaux des membres du jury dont le gouverneur de la région du littoral était le président du jury. Il a adressé ses félicitations aux 3 lauréats. Je voudrais ici féliciter avec chaleur les 3 communes lauréates issues des évaluations départementales rigoureusement menées par les jurys présidés par les préfets. Ainsi, la commune d'arrondissement de Konsamba 1er pour le département du Congo, la commune d'arrondissement de Douala 3e pour le département du Kourou et la commune de Konjok pour le département du Cap. Messieurs les maires, je vous adresse ainsi qu'à vos équipes mes plus chaleureuses félicitations. Votre mérite est immense. Vous avez su incarner cette vision de leadership local responsable, engagé et soucieux du bien-être des populations. Le président Alassane Ouattara, et nous allons parler de ce Conseil des ministres. Un Conseil des ministres où vous écouterez tout ce qui s'est dit, mais surtout ce qui a retenu l'attention de toute l'équipe de CNN, c'est de voir un peu ce côté très africain et paternaliste du président Alassane Ouattara, qui a appelé non seulement son ministre de l'économie, ministre du plan et du développement, Madame Niale Kaba. C'était un moment très détendu de voir le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, remercier comme ça son ministre de l'économie, du plan et du développement. C'est des choses qui doivent se dire et se faire quand on est en Afrique, quand on travaille avec les uns et les autres. Et ça, le président a complètement mérité tout ce qui a été dit par le président sortant de la Banque africaine de développement, qui a simplement dit que la Côte d'Ivoire avait une très grande chance d'avoir un homme qui a géré plus de 120 pays au Fonds monétaire international, être président de ce pays. Parmi 120 de ce pays, la Côte d'Ivoire, son pays. Et nous allons vous parler ainsi du Conseil des ministres avec la présence de toute l'équipe de CNN au palais présidentiel dirigé par Ousmana Coulibaly.
Le mercredi 4 juin 2025, un conseil des ministres s'est tenu de 11h à 14h15 au palais de la présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, chef de l'État. Qui d'entrée a demandé aux ministres une salve d'applaudissements pour leur collègue, Mme Nialé Kaba, ministre de l'économie, du plan et du développement. Sur la table, 17 points à l'ordre du jour, au nombre desquels l'intérêt de plus en plus affiché des géants du pétrole sur le bassin sédimentaire ivoirien. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, le Conseil a adopté une communication relative à la négociation des contrats pétroliers avec la société Petróleo Brasileiro SA Petrobras sur les blocs pétroliers CI 113, CI 600, CI 601, CI 602, CI 603, CI 605, CI 700, CI 701 et CI 702. Ces différents blocs pétroliers sont situés dans la zone ouest du bassin sédimentaire national, pour la plupart en eau profonde. Le Conseil a donné son accord pour la négociation de contrats pétroliers avec Petrobras, qui manifeste un grand intérêt pour les blocs suspensionnés, suite aux récentes campagnes de promotion du bassin sédimentaire ivoirien menées par le gouvernement aux États-Unis d'Amérique. L'arrivée de Petrobras dans le paysage ivoirien des hydrocarbures, avec son expérience reconnue en matière d'opérations pétrolières en eau profonde, permettra de valoriser davantage la marge ouest africaine du bassin sédimentaire national, encore peu exploité. Au titre du ministère de l'économie, du plan et du développement, en liaison avec le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie et le ministère des Finances et du Budget, le Conseil a adopté un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Comité national de suivi et d'évaluation du Pacte national énergie. Au-delà des progrès importants enregistrés ces dernières années dans les domaines de la production et de la fourniture d'électricité, le gouvernement ambitionne d'atteindre un taux de desserte de 100% à l'horizon 2030. Dans cette dynamique et en réponse à l'initiative Mission 300 de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement, à laquelle notre pays a adhéré, le gouvernement a élaboré un pacte national énergie en vue de faire face au plein essor économique et social en perspective et de fournir à tous l'accès à une énergie fiable, abordable et durable. À cet effet, le Comité national de suivi et d'évaluation du Pacte national énergie, placé sous l'autorité du ministre de l'économie, du plan et du développement, est chargé de suivre et d'évaluer la mise en œuvre des activités, projets et des indicateurs identifiés dans le Pacte national énergie. Au titre du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, en liaison avec le ministère d'État, ministère de la Défense, le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministère de l'économie, du plan et du développement, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le ministère des Finances et du Budget, le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, le ministère des Transports, le ministère du Patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques, le ministère de la Transition numérique et de la digitalisation et le ministère du Commerce et de l'Industrie. Le Conseil a adopté un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'Agence spatiale de Côte d'Ivoire, ASCI, et une communication y afférente. L'ASCI est un établissement public administratif à caractère scientifique et technologique créé dans le cadre de l'exploitation et de l'utilisation pacifique de l'espace. L'agence est chargée du renforcement des capacités nationales et de la mise en place d'infrastructures dans le domaine spatial. L'étendue de ces activités couvre les piliers essentiels d'application du spatial, à savoir l'observation de la Terre, la météorologie spatiale, l'astronomie, l'exploration spatiale, ainsi que la navigation et la communication par satellite en vue de répondre efficacement aux enjeux de développement économique du pays, de sécurisation du territoire national et de protection de l'environnement. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, en liaison avec le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie et le ministère des Finances et du Budget, le Conseil a adopté un décret portant ratification de l'accord de prêt d'un montant total de 103 300 000 €, soit un montant de 67 760 358 100 francs CFA, répartis en un crédit de tranche A, entre parenthèses numéro 7708-CI, d'un montant de 3 100 000 € et d'un crédit de tranche B, numéro 7
694 d'un montant de 100 200 000 euros, conclu le 13 mars 2025 entre l'Association internationale de développement, AID, et la République de Côte d'Ivoire pour un financement de projets d'interconnexion WAPP, Ghana-Côte d'Ivoire, phase 1B, du programme régional de marché de l'électricité en Afrique de l'Ouest, dans le cadre d'une approche programmatique multiphase. Le projet vise à accroître les échanges d'électricité entre le Ghana et la Côte d'Ivoire et à améliorer le réseau électrique ainsi que le fonctionnement du marché du système d'échange d'énergie électrique ouest-africain. Il prévoit la construction d'infrastructures résilientes aux effets du changement climatique entre le poste électrique de Dunkwa 2 dans la région centrale du Ghana et le poste électrique de Bingerville dans le district autonome d'Abidjan. Les infrastructures électriques prévues comprennent notamment une ligne de transport d'électricité transfrontalière à haute tension avec des équipements de téléconduite et de transmission à fibre optique. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, en liaison avec le ministère des Finances et du Budget et le ministère de Commerce et de l'Industrie, le Conseil a adopté un décret portant ratification du contrat de financement numéro FI 97 902 d'un montant total de 50 millions d'euros, soit 32 797 850 000 francs CFA, conclu le 27 décembre 2024 entre la Banque européenne d'investissement, BEI, et la République de Côte d'Ivoire pour un financement de l'augmentation de la contribution de la Côte d'Ivoire au capital de l'assurance pour le développement du commerce et de l'investissement en Afrique, ATIDI. La Côte d'Ivoire deviendra le premier actionnaire de cette agence d'assurance africaine et pourra bénéficier de l'accroissement de ses offres de solutions d'assurance contre les défauts de paiement pour les entreprises, les investisseurs et les prêteurs. Globalement, cette opération vise à augmenter les transactions commerciales internationales et les investissements nationaux et étrangers en Côte d'Ivoire en mettant l'accent sur le secteur privé. Lors de ce Conseil des ministres du 4 juin 2025, il a été annoncé l'accélération du plan national multisectoriel de nutrition, la réorganisation de l'ordre du mérite de la solidarité et de l'ordre du mérite culturel, ainsi que le renforcement des droits de l'homme via la protection des travailleurs migrants et de leurs familles. En réponse à l'absence de leader de l'opposition sur la liste électorale, le porte-parole du gouvernement invite chacun à se référer aux institutions de la République. Le prochain Conseil des ministres se tiendra le mercredi 18 juin 2025 à Abidjan. Un conseil des ministres vraiment qui a été très détendu. Notre équipe de reportage a apprécié ce grand moment qui est une leçon d'ailleurs pour certains et même pour des dirigeants de société, de remercier ceux qui font des actes positifs. Et là, notre ministre de l'économie, du plan et du développement, Mme Niale Kaba, a brillé de mille feux. C'était pas facile. Les assemblées annuelles de la BAD se sont déroulées comme elles se doivent. Je vous retrouve juste après cette réclame publicitaire. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée, et de l'école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. La fête de la Tabaski à Abidjan, le vendredi 6 juin 2025, moment de recueillement, de prière et de partage. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État, a été prié avec ses compatriotes à la mosquée de la Riviera Golfe à Cocody. L'équipe de reportage de CNN, présent à la mosquée de la Riviera Golfe, a tendu son micro au président de la République de Côte d'Ivoire. Tous nos compatriotes, bonne fête. Le Tabaski est
mes vœux les plus chers et les plus sincères pour chacune et chacun de nos compatriotes et bien sûr des populations vivant en Côte d'Ivoire. Et ajouter que l'imam a mis l'accent sur la paix. Et je crois que c'était très opportun. Il y a à peine 2 semaines, nous avons eu ici même la cérémonie du prix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Le monde a besoin de paix, mais la Côte d'Ivoire également et surtout les pays voisins. Nous souhaitons que cette paix soit en chacun de nous, en chacune des familles, dans notre entourage, et que la paix continue de régner en Côte d'Ivoire. Nous avons la chance depuis quelques années d'avoir un pays en paix. Nous souhaitons la même paix pour tous nos voisins et tous nos frères et sœurs. Je souhaite également féliciter nos compatriotes pour cette fête importante qui est célébrée par chacun de nous et dire que c'est un moment de joie, mais c'est un moment aussi qui doit nous amener à nous remémorer de ceux qui nous ont quittés et prier pour qu'ils reposent en paix et que la Côte d'Ivoire continue de profiter de leurs prières. Les membres du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire de confession musulmane ont eux aussi assisté à cette prière. Souhaitons d'abord bonne fête à tous les Ivoiriens, à la communauté musulmane. Que Dieu fasse que cette fête soit excellente pour chacun d'entre nous. Les retours que nous avons du Hajj cette année sont tellement bons que nous ne pouvons que rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir accordé l'occasion d'organiser le Hajj cette année dans d'excellentes conditions. Bien évidemment, nos pensées vont en premier lieu vers le président Alassane Ouattara, El Hadj Alassane Ouattara, qui à chaque instant nous accompagne de son soutien et qui nous met à disposition tous les moyens qu'il faut pour que tous les pèlerinages puissent se dérouler dans d'excellentes conditions. C'est terminé pour cette émission, tout en vous donnant rendez-vous sur votre petit écran. Et pour ceux qui sont dans le métro en route et qui n'ont pas trop le temps de se focaliser sur un grand écran chez eux ou au bureau, vous allez simplement sur CNNTV.ci, vous cliquez sur votre portable et vous avez votre chaîne de télévision en direct. Et si vous avez besoin de suivre des informations en Afrique, des informations vraies, arrêtez d'être abasourdis par des informations qui sont fausses les unes les autres. Et surtout, prenez du bon côté l'IA, l'intelligence artificielle, et méfiez-vous du mauvais revers de cette intelligence artificielle qui vous fait dire n'importe quoi. Et vous pouvez, sur www.ciwebinfo.ci, suivre l'information africaine 24 heures sur 24. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Restez des nôtres sur ce programme. Je suis Constieka. Au revoir.